Elle est entrée en première classe avec des vêtements simples et un regard doux. Certains passagers ont ri, pensant que c'était une intruse. Les agents de sécurité l'ont expulsée, sous des regards de mépris. Mais personne ne savait. Son mari humble était le propriétaire de l'avion. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène ajusta discrètement sa robe bleu marine en marchant dans le couloir de la première classe. Les regards en coin des autres passagers ne passaient pas inaperçus, mais elle maintenait une posture sereine, presque imperceptible. Son sac en cuir usé contrastait avec les bagages de marque qui occupaient les compartiments supérieurs. Elle localisa son siège près de la fenêtre et s'installa tranquillement, comme si elle était habituée à être là, bien que son apparence simple suggérât le contraire. L'hôtesse de l'air s'approcha avec un sourire artificiel plaqué sur le visage. « Madame, puis-je vérifier votre billet, s'il vous plaît ?» Le ton était poli, mais son regard disait tout. Cette femme en sandales confortables et sans maquillage n'appartenait pas à cet environnement. Hélène tendit le billet sans hâte, observant la surprise mal dissimulée sur le visage de l'employé, quand elle confirma que tout était en ordre. « Veuillez m'excuser pour le dérangement », murmura l'hôtesse, rendant le billet avec un embarras visible. De l'autre côté du couloir, un homme en costume impeccable et montre dorée au poignet leva les yeux de sa tablette et fronça les sourcils. « C'est incroyable comment n'importe qui peut acheter une promotion de nos jours », commenta-t-il à un volume parfaitement audible pour son compagnon de voyage. La phrase flotta dans l'air comme un nuage toxique. Hélène sortit simplement un livre à la couverture jaunâtre de son sac, un classique de Victor Hugo, et commença à lire, ou du moins fit semblant. En réalité, ses oreilles captaient chaque commentaire, chaque regard de jugement. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. Ces moments étaient comme des répétitions pour elle, de petits tests de patience et de stratégie. Pendant le service à bord, l'hôtesse oublia d'offrir du champagne à Hélène, ne servant que les passagers autour d'elle. Une dame âgée aux bijoux étincelants alla jusqu'à la confondre avec une accompagnatrice de voyage, lui demandant d'être un amour et de ranger mon écharpe dans le bagage à main. Hélène sourit simplement et l'aida, sans corriger le malentendu. Tandis que l'avion traversait le ciel en direction de Paris, elle prenait des notes discrètes dans un petit carnet. Ce n'étaient pas des lamentations ou des expressions d'indignation, comme beaucoup l'imagineraient. C'étaient des observations précises sur les comportements, les noms, les détails que la plupart considéreraient comme insignifiants. Pour Hélène, l'information avait toujours été plus précieuse que n'importe quelle démonstration de statut. Le vol de 2 heures se déroula sans que personne ne lui adresse une parole gentille. L'homme d'affaires de l'autre côté du couloir se levait parfois pour faire du réseautage avec d'autres passagers, distribuant des cartes et des promesses de partenariat. À l'une de ces occasions, il commenta avec un client potentiel « Cela fait des mois que j'essaie d'obtenir un rendez-vous avec Théodore Mercier. Cet homme est simplement inaccessible, un génie des affaires, mais impossible à approcher. » Hélène continua à lire son livre, tournant les pages avec le même calme que celui qui sait exactement comment l'histoire se termine. Lorsque l'avion atterrit enfin à l'aéroport d'Orly, tous se précipitèrent pour débarquer en premier, comme si ces minutes étaient cruciales. Hélène attendit patiemment, étant l'une des dernières à quitter l'appareil. En marchant dans la passerelle vers le hall d'arrivée, elle remarqua une agitation inhabituelle. 2 hommes en costume noir avec des oreillettes discrètes attendaient à côté d'un homme plus âgé, dont la posture transmettait l'autorité sans effort. Il souriait, un bouquet de lys blancs à la main. Un chauffeur en uniforme se tenait quelques pas derrière, tenant une pancarte simple avec seulement un H dessiné. L'homme d'affaires qui avait fait le commentaire désagréable, pendant le vol, passa devant elle, marchant précipitamment quand soudain, il s'arrêta en reconnaissant l'homme au lys. C'était Théodore Mercier, le milliardaire dont l'empire de transport et de logistique s'étendait sur 3 continents. Le même homme avec qui il essayait désespérément d'obtenir un rendez-vous depuis des mois. Hélène s'approcha naturellement, et Théodore s'illumina en la voyant. Il l'embrassa délicatement sur le front et lui tendit les fleurs. « Comment s'est passé le vol, mon amour ?» demanda-t-il avec un intérêt sincère. « Tranquille », répondit-elle simplement. Les gens étaient intéressants. L'un des assistants s'approcha avec une tablette,
montrant des graphiques et des données à Hélène, qui analysa rapidement les informations d'un œil expert. Les chiffres du projet Renaissance sont conformes aux attentes. Souhaitez-vous mettre en œuvre les changements maintenant ou après la réunion avec le conseil lundi? Attendons jusqu'à lundi, répondit-elle fermement. Je veux d'abord entendre les retours des représentants communautaires. L'homme d'affaires de l'avion restait paralysé, observant la scène les yeux écarquillés. Hélène remarqua sa présence et, pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Elle ne montra aucune rancune, aucun désir de vengeance ou de satisfaction mesquine. Elle hocha simplement poliment la tête et reporta son attention sur la tablette. Théodore, cependant, reconnut l'homme. « Richard Vaillant, de Vaillant Immobilier, n'est-ce pas? J'ai reçu vos emails. Malheureusement, nos valeurs d'entreprise ne semblent pas alignées pour un partenariat en ce moment. » Le visage de Richard pâlit visiblement, tandis qu'Hélène touchait doucement le bras de son mari. « On y va? J'ai cette réunion à Montmartre dans 1 heure. » Alors que le couple s'éloignait escorté par les gardes du corps et que le chauffeur portait le simple sac d'Hélène avec le même soin qu'il aurait accordé à un trésor national, Richard restait figé, essayant de comprendre ce dont il venait d'être témoin. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que son commentaire irrespectueux dans l'avion n'avait pas été qu'un simple moment d'arrogance insignifiante. C'était le premier pas vers son déclin professionnel, bien qu'il lui faudrait des semaines pour s'en rendre compte. Dans la voiture luxueuse qui les conduisait à travers la ville, Hélène s'adossa au siège et se permit enfin un léger sourire. Il ne s'agissait pas de vengeance. Ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de conséquences et de transformation, d'utiliser le pouvoir qu'elle avait non pas pour écraser, mais pour reconstruire un monde où personne d'autre n'aurait besoin de ressentir ce qu'elle-même avait ressenti tant de fois. « Direction Montmartre, monsieur ?» demanda le chauffeur, ajustant le rétroviseur. « Oui, Jean, » répondit Théodore, tout en caressant doucement la main de sa femme. Hélène a un empire à construire aujourd'hui. L'univers parallèle d'Hélène commençait là où se terminait son apparente invisibilité. Tandis que la voiture s'éloignait de l'aéroport, elle laissait derrière elle non seulement les regards de jugement, mais aussi la première pièce d'un domino qui était sur le point de tomber. Dans le petit bureau, à Montmartre, loin du luxe des entreprises, Hélène s'assit à la simple table en bois. L'endroit, avec ses plantes abondantes et ses meubles d'occasion soigneusement restaurés, ne ressemblait en rien au bureau qu'on attendrait de quelqu'un de son influence. 3 femmes l'attendaient. Marie, une dame de 67 ans, aux mains calleuses, qui avait passé sa vie à coudre. Julie, 42 ans, qui élevait seule 4 enfants en vendant des gâteaux faits maison. Et Delphine, 25 ans, récemment diplômée en gestion d'une université publique, première de sa famille à avoir un diplôme. « Désolée pour le retard », dit Hélène, s'installant sans cérémonie. Aucune mention du vol, du mari milliardaire ou des investissements millionnaires qu'elle gérait. Ici, elle était simplement Hélène, la conseillère du projet Racine de demain. « Madame n'est jamais en retard », sourit Marie, servant du café dans des tasses dépareillées. « Vous arrivez exactement quand vous devez arriver. » Delphine ouvrit un ordinateur portable simple. « Nous avons obtenu des microcrédits pour 15 femmes supplémentaires de Belleville, toutes avec de petites entreprises qui fonctionnent déjà, mais qui ont besoin de structure. » Hélène écoutait attentivement, prenant des notes dans son carnet usé, le même qu'elle utilisait dans l'avion. Pour beaucoup, ce n'étaient que des chiffres, mais pour elle, ils représentèrent des vies qui pouvaient être transformées, des histoires qui s'entrelaçaient avec la sienne de manière que peu comprendraient. « Et Madame Charlotte de la boulangerie ?» demanda Hélène. « Elle a triplé sa production après le nouveau four. Maintenant, elle emploie 2 voisines et envisage d'ouvrir un petit café à l'arrière. » Un sourire sincère illumina le visage d'Hélène. C'était ça le vrai succès, pas les chiffres des bourses de valeur que son mari et tant d'autres suivaient obsessionnellement. C'était une transformation concrète, palpable. « Et quand allons-nous leur dire qui est le véritable investisseur ?» demanda Julie à voix basse. Hélène secoua doucement la tête. « Jamais. L'anonymat n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Au moment où elles sauront que l'argent vient de la Fondation Mercier, tout change. Leur perception d'elles-mêmes, leur relation au travail, les attentes. Nous voulons qu'elles croient qu'elles ont accompli cela par leur propre mérite, parce que c'est la vérité. » La réunion se poursuivit pendant 2 heures de plus, discutant non seulement des prêts, mais aussi des cours de formation,
de l'assistance juridique et d'un programme pilote de mentorat. Hélène était particulièrement intéressée par le projet Seconde. Regard, une initiative pour réintégrer les femmes de plus de 50 ans sur le marché du travail. La société les rend invisibles, comme si après un certain âge, elles n'avaient plus de valeur. Je connais bien cette sensation, commenta-t-elle, presque pour elle-même. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans le somptueux siège des lignes aériennes Célestes, le dirigeant Richard Vaillant entrait précipitamment pour une réunion d'urgence. Il ne comprenait pas pourquoi, soudainement, 3 grands investisseurs avaient retiré leur soutien à sa nouvelle entreprise immobilière, une résidence de luxe dans l'ouest parisien. Il doit y avoir une erreur, une rumeur sans fondement, qui circule, argumentait-il avec ses associés. Notre réputation est impeccable. Ce que Richard ne savait pas, c'est que ce même matin, un email confidentiel avait circulé dans certains cercles financiers. Sans accusation directe, juste des faits. Un rapport détaillé sur des pratiques de travail douteuses dans ces entreprises, des données sur l'inégalité salariale entre hommes et femmes dans sa société et un historique de petits procès pour harcèlement moral qui avait été silencieusement classé au fil des ans. L'email ne venait pas de la Fondation Mercier. Il n'avait pas d'expéditeur identifiable. Mais chaque information était méticuleusement documentée, impossible à réfuter. En fin d'après-midi, lorsqu'Hélène retourna finalement à la demeure de Neuilly-sur-Seine où elle vivait avec Théodore, elle trouva son mari dans le bureau, analysant quelques documents. Il leva les yeux et sourit en la voyant. Comment ça s'est passé avec les guerrières de Montmartre? Prometteur, répondit-elle, déposant son sac usé sur un canapé qui coûtait plus cher que de nombreuses voitures. Et ta journée? Intéressante, commenta Théodore, avec un sourire énigmatique. Vaillant Immobilier a connu une chute inexplicable des actions aujourd'hui, presque 12% en une seule journée. Personne ne comprend exactement pourquoi. Hélène se contenta de lever légèrement les sourcils, dans un geste qui pourrait signifier « à la surprise » ou simplement la reconnaissance de l'information. Elle marcha jusqu'à la grande fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. Paris est fascinante, n'est-ce pas? Tant de vies connectées, tant d'histoires entrelacées. Et la plupart des gens n'imaginent même pas comment leurs actions affectent d'autres qu'ils ne rencontreront jamais. Théodore s'approcha, l'enlaçant par derrière. « Tu as toujours vu des connexions que personne d'autre ne voit. » Elle sourit, s'appuyant contre son mari. « C'est parce que j'ai été invisible assez longtemps pour observer sans être remarqué. » Le soleil se couchait sur la métropole, jetant une lueur dorée sur les gratte-ciel. Pour la plupart des gens dans ces immeubles, Hélène Mercier n'était que l'épouse discrète d'un homme puissant. Personne n'aurait imaginé que, tandis que la nuit tombait, elle était dans son bureau privé analysant un nouveau rapport, une liste d'entreprises susceptibles de recevoir des investissements du fonds secret qu'elle gérait. Des entreprises dirigées par des personnes qui, comme elle, connaissaient le pouvoir de l'invisibilité, de l'humilité et de la véritable transformation sociale. La semaine suivante commença par une nouvelle qui gagna rapidement les cercles d'affaires parisiens. Le puissant fonds d'investissement Atlas, connu pour son approche agressive et ses résultats constants, annonça une nouvelle politique d'investissement axée sur les entreprises aux bonnes pratiques de diversité et d'inclusion. Un porte-parole du fonds déclara lors d'une conférence de presse que, pour la première fois, les facteurs sociaux seraient aussi importants que les chiffres financiers pour déterminer les futurs investissements. Ce que personne ne mentionna, car très peu le savaient, c'est qu'Atlas avait un conseil consultatif secret et que l'une des principales voix de ce conseil appartenait à Hélène Mercier. Sans fanfare, sans communiqué de presse, sans photos dans les magazines d'affaires, elle menait une révolution silencieuse dans le marché financier français. Ce lundi matin, Hélène avait un rendez-vous au Centre culturel de la jeunesse, dans la périphérie de Paris. Elle descendit du métro, oui, elle utilisait souvent les transports en commun, à l'étonnement du chauffeur particulier qui restait à la maison, et marcha quelques pâtés de maison jusqu'au bâtiment, moderne mais simple. Dans l'auditorium, 50 jeunes entre 16 et 24 ans, tous issus de communautés vulnérables, attendaient le début d'un programme de mentorat professionnel. Hélène s'assit discrètement au dernier rang, observant. Elle n'était pas là en tant que conférencière ou autorité, mais comme observatrice. Elle voulait comprendre directement, sans filtre ni rapports intermédiaires, les besoins et
les rêves de cette nouvelle génération. Une jeune femme aux cheveux crépus attachés en chignon haut monta sur scène. « Bienvenue au programme Futur Possible. Je m'appelle Gabrielle Saunier, je fais partie de la première promotion de ce projet et aujourd'hui je coordonne les activités. Il y a 3 ans, je vendais des bonbons. C'est au feu rouge. Aujourd'hui, je suis en 3e année d'ingénierie à la Sorbonne. » Des applaudissements enthousiastes remplirent l'auditorium. Hélène sourit, se rappelant le jour où elle avait rencontré Gabrielle, une adolescente, méfiante, qui avait beaucoup hésité avant d'accepter de participer au programme. Aujourd'hui, elle était l'une des leaders les plus prometteuses à être passée par le projet. Pendant ce temps, au siège de Vaillant Immobilier, Richard faisait face à une semaine désastreuse. Après la chute inexplicable des actions, 2 grands clients corporatifs avaient annulé des contrats, citant une réévaluation des partenariats stratégiques. Une banque importante avait gelé l'approbation d'un financement crucial, demandant une documentation supplémentaire. Et le plus troublant, une journaliste d'investigation du magazine Affaires & Éthique l'avait contacté, posant des questions gênantes sur les pratiques de travail et la diversité dans l'équipe de direction de l'entreprise. « D'où vient tout ça ?» questionna Richard, frappant du poing sur la table pendant une réunion avec ses directeurs. « On dirait une conspiration. » Son assistante entra dans la salle de réunion, semblant embarrassée. « Monsieur, appel de monsieur Théodore Mercier, sur la ligne 1. » Un silence tendu s'empara de la salle. Richard ajusta sa cravate, respira profondément et répondit sur le haut-parleur, faisant signe à tous de rester silencieux. « Théodore, quelle agréable surprise! Nous parlions justement de possibles synergies entre nos entreprises. Richard, la voix calme de Théodore résonna dans le système sonore. Allons droit au but. Je vous appelle pour vous informer que je ne serai pas présent aux enchères du terrain à la Défense demain. J'ai pensé qu'il était juste de vous prévenir, puisque je sais que vous prévoyez de faire une offre. » Richard fronça les sourcils, confus. Ce terrain était parfait pour son prochain projet, et il savait que Théodore y était également intéressé. Puis-je demander la raison de ce désistement? Bien sûr, Hélène m'a convaincu qu'il existe des projets plus alignés avec notre vision actuelle. D'ailleurs, c'est elle qui a suggéré que je vous appelle. Elle a mentionné que vous vous étiez brièvement rencontrés lors d'un vol pour Paris la semaine dernière. Le sang de Richard se glaça dans ses veines. La femme simple de l'avion, et c'était Hélène Mercier, l'épouse de Théodore, connue pour sa discrétion et ses rares apparitions publiques, la femme qu'il avait ouvertement méprisée. « Ah, oui, votre épouse. Une dame charmante, bégaya-t-il. Hélène a un talent particulier pour évaluer le caractère des gens, continua Théodore, avec un ton impossible à déchiffrer. Cela pourrait être une observation banale ou une menace voilée. Eh bien, c'était tout. Bonne chance pour les enchères de demain. » L'appel se termina, laissant Richard dans un silence abasourdi. Il congédia la réunion et resta seul dans la salle, essayant de traiter l'information. Si Hélène Mercier était la femme de l'avion, et si elle avait commenté la rencontre avec son mari, serait-il possible que tous les problèmes récents soient connectés? Non, pensa-t-il, ce serait trop paranoïaque. Personne, pas même les Mercier, n'aurait tant de pouvoir pour orchestrer une campagne aussi minutieuse contre lui en si peu de temps. Et pourquoi? Pour un commentaire malheureux dans un avion. Ce que Richard ne comprenait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas de vengeance personnelle. Hélène ne fonctionnait pas ainsi. Ce dont il était témoin n'était que la conséquence naturelle d'un système qu'elle avait méticuleusement construit au fil des années, un système conçu pour identifier et corriger les injustices, pour équilibrer le jeu de pouvoir qui avait si longtemps favorisé des personnes comme lui. Et, le plus ironique, si Richard avait traité Hélène avec un minimum de respect durant ce vol, il ne serait probablement jamais entré dans le radar du système. C'est sa propre arrogance qui l'avait transformé en exemple. À la fin de cette journée, Hélène participa à une réunion discrète dans un restaurant simple du Marais. 3 femmes cadres supérieures l'attendaient à une table réservée au fond. Elles étaient PDG, directrices financières et directrices des opérations d'entreprises différentes, toutes prospères, toutes affrontant quotidiennement le sexisme corporatif de manière silencieuse. « Les chiffres finaux sont ici », dit l'une d'elles, faisant glisser un dossier sur la table. 18 cadres identifiés avec des modèles constants de comportement discriminatoire, tous à des postes stratégiques. Hélène ouvrit le dossier et examina rapidement le contenu. Et le programme de mentorat? Inversé,
fonctionne étonnamment bien. 10 des 15 participants de la première phase ont montré un véritable changement d'attitude. Pour cela, le programme de récupération de réputation est déjà en cours. Hélène acquiesça, satisfaite. Son approche n'a jamais été de détruire des carrières sans discernement. Pour ceux disposés à apprendre, à reconnaître les privilèges et à changer de comportement, il y avait toujours un chemin de retour. L'objectif réel n'a jamais été la punition, c'était la transformation. « Et les 5 autres ?» demanda-t-elle. « Pas de progrès significatif. Ils continuent à récidiver, même après le premier avertissement. » Hélène ferma le dossier. « Alors nous passons à la phase 2. » Les 3 cadres échangèrent des regards. La phase 2 était légendaire dans le petit cercle qui connaissait le travail en coulisses. Cela signifiait un processus méticuleux et presque invisible d'isolement stratégique. Des contrats progressivement non renouvelés, des invitations à des événements importants qui mystérieusement cessaient d'arriver, des clients potentiels qui soudainement réévaluaient les priorités. Rien d'illégal, rien qui puisse être directement retracé jusqu'à Hélène ou son réseau. Juste des conséquences naturelles pour des choix persistants. « Je dois admettre, commenta l'une des cadres, quand vous avez commencé ce projet il y a 5 ans, je doutais que cela puisse fonctionner. Cela semblait trop ambitieux, trop abstrait. » Hélène sourit. Le vrai pouvoir est rarement tapageur. Les vrais joueurs comprennent que la discrétion est l'âme des affaires. Alors qu'elle payait l'addition et se préparait à partir, une notification arriva sur le téléphone d'Hélène. Un article publié cet après-midi dans l'édition en ligne du magazine Affaires & Éthique, demandant « Existe-t-il » Une main invisible redirigeant le marché financier français? La journaliste Camille Verdier, connue pour ses reportages d'investigation, présentait des preuves d'un modèle curieux, des entreprises aux pratiques inclusives authentiques, prospérant inexplicablement, tandis que des sociétés avec un historique de discrimination faisaient face à des obstacles mystérieux. L'article ne citait pas de nom, ne faisait pas d'accusation directe, mais pour qui savait lire entre les lignes, le message était clair. On dirait que quelqu'un a commencé à connecter les points, commenta l'une des cadres, inquiète. Hélène rangea tranquillement son téléphone. C'était inévitable, et peut-être nécessaire. Vous ne craignez pas l'exposition? On ne peut pas exposer ce qu'on ne peut pas définir clairement, répondit Hélène. De plus, la visibilité du mouvement, pas de moi personnellement, a toujours fait partie du plan final. Pour que le système devienne autosuffisant, à un moment donné, l'idée doit être plus grande que n'importe quel individu. En ce idée. Ses parents, Hélène marcha quelques pâtés de maison avant de prendre un taxi. Elle aimait ces moments d'anonymat dans la ville, être juste une personne dans la foule. Cela lui rappelait d'où elle venait, les luttes qu'elle avait affrontées, les humiliations silencieuses qu'elle avait supportées avant de rencontrer Théodore et de découvrir qu'elle pouvait utiliser sa nouvelle position pour quelque chose de plus grand que des dîners de bienfaisance et des photos dans les colonnes sociales. Le taxi la déposa dans un immeuble discret à Neuilly, pas la demeure où elle vivait avec Théodore, mais un appartement qu'elle gardait à son nom de « jeune fille », un espace à elle que très peu de personnes connaissaient. C'est là qu'elle gardait les véritables archives de son travail, des documents qui ne pourraient jamais être trouvés sur des ordinateurs connectés à Internet ou des serveurs d'entreprise. En entrant, elle remarqua immédiatement que quelqu'un était venu. Rien n'était déplacé, mais Hélène avait des méthodes infaillibles pour détecter les intrus. Un cheveu stratégiquement positionné sur la porte d'un fichier, la position exacte d'un livre sur l'étagère. De petits détails, invisibles pour la plupart, criant pour elle. Au lieu de paniquer, elle ressentit de la curiosité. Qui s'intéresserait à ses fichiers personnels? Qui aurait les ressources pour découvrir cet endroit et l'habileté pour entrer sans laisser de signes évidents? La réponse vint sous la forme d'un petit papier plié sur sa table de travail. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'écriture élégante. Certains jeux sont trop grands pour être joués seuls, même pour vous. R. Hélène sourit. Raphaël Beaumont, bien sûr. La seule personne qui avait déjà réussi à suivre ses traces auparavant. La brillante stratège qui travaillait maintenant pour l'un des plus grands concurrents de Théodore. Le jeu venait de devenir plus intéressant. L'article de la journaliste Camille Verdier généra exactement le type de bourdonnement qu'Hélène avait anticipé. Intense dans les cercles d'affaires, mais
pratiquement invisible pour le grand public. C'était une histoire trop complexe, trop abstraite pour devenir virale, mais assez précise pour créer des vagues exactement là où elle le devait. 3 jours après la publication, Hélène reçut une invitation inattendue, un déjeuner avec Camille elle-même. L'invitation arriva par les canaux officiels de la Fondation Mercier, sollicitant une interview sur les projets sociaux de la Fondation. Rien ne mentionnait l'article récent ou une quelconque enquête sur les marchés financiers. Hélène accepta, bien sûr. Le jeu d'échecs social qu'elle avait construit exigeait des mouvements calculés, et celui-ci semblait particulièrement intéressant. Le restaurant choisi pour la rencontre était le genre d'endroit qui n'apparaissait pas dans les guides touristiques. Un petit établissement familial dans le Marais, avec des tables aux nappes à carreaux et sans prétention gastronomique. Hélène arriva ponctuellement, vêtue d'un ensemble simple de pantalons et blazers qui aurait pu être acheté dans n'importe quel grand magasin. Ses seuls ornements étaient une montre vintage, héritage de sa grand-mère, et son alliance, une pièce étonnamment modeste pour quelqu'un marié à un milliardaire. Camille l'attendait déjà, un bloc-notes analogique et un stylo sur la table. Pas d'enregistreur ou de smartphone en vue. La journaliste, une femme noire d'une 40aine d'années aux yeux perspicaces derrière des lunettes à monture rouge, se leva pour la saluer. « Madame Mercier, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Hélène, s'il vous plaît, et c'est moi qui vous remercie. Votre travail dans Affaires anéthiques m'a toujours impressionné par sa profondeur et son intégrité. » Elles commandèrent les célèbres spaghettis de la maison et de l'eau gazeuse. En attendant, elles échangèrent des banalités sur le temps et la ville. N'importe quel observateur occasionnel aurait pensé qu'il s'agissait simplement de 2 professionnels lors d'un déjeuner de travail routinier. Ce fut Camille qui aborda finalement le véritable motif de la rencontre. « Hélène, j'ai demandé cette interview pour parler des projets sociaux de la Fondation Mercier et je veux définitivement discuter de cela. Mais ce serait malhonnête de ne pas mentionner que mon intérêt s'est intensifié après avoir remarqué certains modèles sur le marché. » Hélène sourit légèrement, appréciant la franchise. « Votre dernier article était assez perspicace. » Qui pourtant n'a fait qu'effleurer la surface, n'est-ce pas? Tout système complexe semble impénétrable jusqu'à ce qu'on trouve le bon point d'entrée, répondit Hélène, maintenant un ton décontracté, tout en goûtant les spaghettis. Camille se pencha légèrement en avant. « Ce qui m'intrigue, ce n'est pas seulement l'existence d'un système de conséquences pour les entreprises discriminatoires. Ce serait simplement de la justice poétique. Le fascinant, c'est la précision chirurgicale, la capacité à distinguer entre apparence et réalité. » Hélène but une gorgée d'eau avant de répondre. Théoriquement, un tel système aurait besoin d'informateurs internes, des personnes en position privilégiée disposées à signaler des comportements qui sont normalement protégés par des accords de confidentialité. Un réseau d'informateurs corporatifs? Théoriquement, souligna Hélène, ce ne seraient pas des informateurs au sens péjoratif, ce seraient des témoins, des personnes fatiguées de voir des injustices normalisées et protégées. Par une culture du silence, Camille prit quelques notes, et théoriquement, qui coordonnerait ces témoins? Quel type de personne aurait la combinaison nécessaire d'influence en coulisses, d'intelligence stratégique et de motivation personnelle pour concevoir quelque chose d'aussi complexe? Pendant un moment, les 2 femmes s'étudièrent en silence. C'était un jeu délicat, Camille cherchant confirmation de ses soupçons, Hélène évaluant combien elle pourrait révéler sans compromettre le système qu'elle avait construit. « Théoriquement, répondit finalement Hélène, ce serait quelqu'un qui a déjà expérimenté suffisamment d'invisibilité pour comprendre son pouvoir. Quelqu'un souvent sous-estimé en raison de son apparence, de son genre ou de son origine. Quelqu'un ayant accès à des ressources significatives mais sans désir de reconnaissance publique. Quelqu'un comme vous. » Hélène sourit, sans confirmer ni nier. « Camille, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi êtes-vous vraiment intéressée par cette histoire? Est-ce simplement un grand article d'investigation ou y a-t-il autre chose ?» Ce fut au tour de Camille d'hésiter. Après quelques secondes, elle ferma son bloc-notes. « Ma mère était femme de ménage dans une grande banque pendant 27 ans. Elle avait le même niveau d'éducation formelle que beaucoup des cadres qu'elle servait.
Elle a fait l'université le soir, tout, en élevant 3 enfants seuls. Mais pour eux, elle était complètement invisible. Invisible jusqu'au jour où elle a entendu, en nettoyant une salle de réunion supposément vide, 2 directeurs discutant d'une fraude comptable. Quand elle a essayé de dénoncer, elle a été licenciée pour réduction budgétaire. Hélène acquiesça, comprenant parfaitement. Et qu'est-il arrivé ensuite? Elle a poursuivi la banque, évidemment. Et elle a perdu. Ils avaient les meilleurs avocats, elle m'avait, moi, étudiante en journalisme en 2e année. C'est là que j'ai décidé de me spécialiser dans le journalisme. D'investigation d'entreprise. Et la banque? Étonnamment, 3 ans plus tard, elle a fait face à un scandale dévastateur lorsque les mêmes fraudes que ma mère avait essayé de dénoncer ont été révélées par d'autres sources. Je n'ai jamais pu retrouver qui avait fourni les preuves décisives à l'AMF. Hélène maintint une expression neutre, bien que ses yeux brillaient légèrement. L'univers a des façons intéressantes d'équilibrer les comptes. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer un schéma. Des cas similaires dans différentes entreprises. Toujours précis, toujours apparemment déconnectés, mais avec un fil conducteur invisible pour qui savait chercher. J'ai mis des années à rassembler les pièces, jusqu'à ce que votre nom commence à apparaître en marge de plusieurs histoires. Jamais au centre, toujours à la périphérie. Hélène termina tranquillement ses spaghettis avant de répondre. Savez-vous pourquoi j'ai choisi ce restaurant pour notre rencontre? Le propriétaire, Joseph, était chauffeur de taxi quand il m'a connu. Je venais d'arriver à Paris, 22 ans, bourse complète pour étudier l'économie dans une université privée mais sans argent pour un logement décent. Il m'a laissé dormir dans la petite pièce à l'arrière de l'ancien point de taxi pendant 6 mois, n'a demandé que ce que je pouvais payer. Camille suivait attentivement, essayant de connecter cette histoire apparemment sans rapport avec son enquête. 3 ans plus tard, quand j'ai rencontré Théodore et que ma vie a complètement changé, l'une des premières choses que j'ai faites a été d'aider Joseph à ouvrir ce restaurant. Il n'a jamais permis que je le mentionne à qui que ce soit. Il ne voulait pas que les clients viennent grâce à mon influence, mais pour la nourriture que sa famille préparait avec tant d'amour. Hélène fit une pause. Je respecte profondément ce désir d'être reconnu pour son propre mérite, pas pour ses connexions. Et c'est le point central de votre système, n'est-ce pas? Créer de véritables opportunités, pas une charité, ostentatoire. Hélène regarda directement dans les yeux de la journaliste. Camille, je vais vous dire ce que je peux confirmer officiellement. La Fondation Mercier investit dans des projets sociaux axés sur la formation et la génération de revenus durables, en particulier pour les femmes en situation vulnérable. Tout le reste est une spéculation que je ne peux pas commenter. Camille sourit. Je comprends parfaitement. Cependant, continua Hélène, je peux vous offrir quelque chose de plus intéressant que des confirmations sur des théories. Je peux vous donner accès à de vraies histoires, des personnes dont les vies ont été transformées non seulement par la Fondation, mais par un écosystème plus large d'opportunités véritables. Des personnes qui étaient auparavant invisibles dans les rapports corporatifs sur la diversité, mais qui dirigent maintenant leurs propres entreprises ou occupent des positions d'influence authentiques. Les yeux de Camille brillèrent d'un intérêt sincère. Ce serait extraordinaire. À une condition, Hélène leva l'index. L'accent doit être mis sur elle, pas sur moi ou sur le supposé système que vous enquêtez. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Exactement. Il ne s'est jamais agi de cela. À la fin du déjeuner, les 2 femmes se séparèrent avec une poignée de main qui portait une compréhension mutuelle, non verbalisée. Rien n'avait été explicitement confirmé, mais Camille savait qu'elle venait de négocier quelque chose de bien plus précieux qu'une simple confession. Tandis qu'Hélène marchait vers sa voiture garée quelques pâtés de maison plus loin, elle remarqua une berline noire discrète qui semblait familière. Le même véhicule qu'elle avait vu à proximité de son appartement secret quelques jours auparavant. Elle ne modifia pas son allure, ni ne montra qu'elle l'avait remarqué. Elle se contenta de sourire légèrement. Raphaël Beaumont continuait d'observer, attendant le bon moment pour faire son mouvement dans le jeu. Et Hélène était curieuse de découvrir quel il serait. La rencontre avec Raphaël Beaumont, quand elle eut finalement lieu, ne fut rien comme Hélène aurait pu l'anticiper. Il n'y eut pas de confrontation dans son appartement secret, ni d'approche lors d'un événement d'entreprise. Ce fut Théodore qui, par inadvertance, créa l'opportunité. « J'ai reçu une invitation intéressante », commenta-t-il pendant le petit déjeuner. «
lors d'une rare journée où ils étaient tous deux à la maison sans engagements urgents. Alexandre Beaumont organise un petit dîner pour discuter d'un possible consortium pour ce projet d'infrastructure dans le Sud. Hélène maintint une expression neutre, bien que son intérêt se soit immédiatement aiguisé. Alexandre Beaumont, PDG du groupe Horizon et mari de Raphaël. « Cela semble être une opportunité intéressante », répondit-elle avec désinvolture. « Quand serait-ce ? Demain soir, chez eux, pas dans un restaurant. Seulement 6 personnes, d'après ce que j'ai compris, plus réservées. »« Confirme que nous irons, » dit Hélène, se servant plus de café. « Je suis curieuse à propos de ce projet. » Ce qu'Hélène ne mentionna pas, c'est que sa curiosité avait très peu à voir avec le projet d'infrastructure et beaucoup plus avec l'opportunité de finalement rencontrer Raphaël face à face dans un environnement contrôlé. La résidence. Des Beaumont était une impressionnante maison moderniste à Saint-Cloud, avec des lignes épurées et de grandes fenêtres qui encadraient un jardin parfaitement entretenu. Quand Hélène et Théodore arrivèrent, ils furent accueillis par Alexandre lui-même, un homme grand, d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants aux tempes et le type de confiance qui vient de décennies de succès dans les affaires. Théodore, « Hélène, quel plaisir de vous recevoir », les salua-t-il avec effusion, les conduisant au salon où 2 autres couples conversaient déjà, des verres à la main. Raphaël finalise quelques détails dans la cuisine. Elle nous rejoindra bientôt. Hélène observa discrètement les autres invités. Charles et Patricia Moreau, lui du secteur bancaire, elle du conseil d'administration d'une grande entreprise de cosmétiques, et Vincent et Monique Thibault, tous 2 cadres dans le secteur technologique. Tous des acteurs importants dans le paysage des affaires parisien, tous des partenaires potentiels dans le consortium qui serait discuté. Tandis que Théodore s'engageait rapidement dans une conversation avec Charles sur les derniers changements dans la politique économique, Hélène échangea quelques mots cordiaux avec Monique, gardant une partie de son attention tournée vers l'entrée du salon, attendant le moment où Raphaël apparaîtrait. Quand cela arriva finalement, ce fut comme un petit choc électrique dans l'ambiance. Raphaël Beaumont entra dans le salon portant un plateau de canapé, apparemment une hôtesse dévouée aidant le personnel avec le service. Mais Hélène reconnut immédiatement la stratégie. Raphaël, comme elle, comprenait le pouvoir de paraître décontracté, d'être sous-estimé. Raphaël était quelques années plus jeune qu'Hélène, avec des traits marquants qui combinaient son héritage afro-français et libanais. Elle portait une robe simple mais élégante et pratiquement aucun bijou hormis son alliance. Ses yeux, cependant, étaient extraordinairement vifs et attentifs, scannant rapidement la salle tout en distribuant des sourires. Lorsque leurs regards se croisèrent enfin, quelque chose de silencieux et puissant passa entre elles, une reconnaissance mutuelle, comme 2 maîtres d'échecs qui se rencontrent finalement après avoir étudié les mouvements l'un de l'autre à distance. « Hélène Mercier », dit Raphaël, s'approchant avec un sourire chaleureux et tendant la main. « C'est un véritable plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Je suis le travail de la Fondation Mercier depuis des années. »« Le plaisir est le mien, Raphaël, » répondit Hélène, serrant sa main. « Votre travail au groupe Horizon a également été remarquable, particulièrement le programme de diversité dans la chaîne d'approvisionnement. Oh, vous suivez cela? La plupart des gens ne remarquent que les grands projets d'infrastructure. Disons que j'ai un intérêt particulier pour les initiatives qui transforment les systèmes de l'intérieur discrètement. » Raphaël sourit, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Nous devons en parler davantage. Peut-être pourrions-nous échanger des idées pendant le dîner. » Le dîner fut servi dans une élégante salle avec vue sur le jardin illuminé. La disposition des places n'était pas une coïncidence. Hélène se retrouva assise directement en face de Raphaël, tandis que Théodore et Alexandre occupaient les extrémités de la table, représentant symboliquement leur position de leader des entreprises respectives. Tandis que les hommes dominaient la conversation avec des discussions sur le projet d'infrastructure, le financement et les aspects techniques, Hélène et Raphaël maintenaient une conversation parallèle, apparemment triviale mais chargée de sous-entendus. « J'étais à Montmartre récemment », commenta Raphaël entre une bouchée de risotto et une gorgée de vin. « Il y a un petit café là-bas, les Grains, qui fait le meilleur pain au levain naturel que j'ai jamais goûté. Curieux comme l'établissement a pu se développer si rapidement ces 2 dernières années. » Hélène sourit.
Le Café Les Graines était l'un des projets soutenus par son fonds secret, une entreprise lancée par 3 femmes qui avaient subi du harcèlement dans de grandes chaînes de restaurants. Le secret est dans les ingrédients et les personnes, répondit Hélène. Quand on investit dans ce qui compte vraiment, la croissance est une conséquence naturelle. Fascinant comment certaines entreprises prospèrent, tandis que d'autres, même avec un soutien financier bien plus important, finissent par rencontrer des obstacles inattendus. Raphaël fit une pause significative, comme la récente crise de Vaillant Immobilier. J'ai entendu dire que Richard Vaillant supplie pratiquement pour des investisseurs. Extraordinaire comme la réputation d'une entreprise peut s'effondrer si rapidement. Hélène maintint une expression neutre bien que ses yeux trahissent une légère lueur d'amusement. L'univers corporatif peut être imprévisible, ou peut être parfaitement prévisible pour qui comprend les véritables mécanismes, rétorqua Raphaël, baissant légèrement la voix. Hélène, j'irai droit au but. Je sais ce que vous avez construit. Le réseau, le système, la façon dont vous identifiez et équilibrez les situations. Hélène but une gorgée de vin sans confirmer ni nier. Et que comptez-vous faire de cette connaissance théorique? Me joindre à vous. La réponse directe surprit Hélène, qui était rarement prise au dépourvu. Pardon? Je ne suis pas ici pour exposer ou confronter. Je suis ici pour proposer qu'une alliance, continua Raphaël à voix basse, tandis que les autres restaient absorbés dans leur propre conversation. Ce que vous avez construit est extraordinaire, mais limité géographiquement et sectoriellement. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir avec une opération véritablement nationale, internationale éventuellement. Hélène étudia soigneusement Raphaël. Pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que nous affrontons les mêmes obstacles. Parce que nous comprenons que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres ou les gros titres. Et parce que Raphaël hésita un moment avant de continuer avec détermination. Parce que j'ai des ressources complémentaires aux vôtres. Accès à des secteurs où votre influence est limitée. Un réseau propre de témoins, comme vous les appelez. Et votre mari. Raphaël sourit, regardant brièvement Alexandre, qui gesticulait avec animation en expliquant un aspect technique du projet. Alexandre est un homme brillant dans son domaine, mais comme votre Théodore, il comprend qu'il y a certaines sphères qui fonctionnent mieux quand il ne pose pas trop de questions. À ce moment, la conversation fut interrompue lorsqu'Alexandre proposa un toast au consortium potentiel. Tous levèrent leurs verres, des sourires cordiaux sur les visages, des paroles optimistes sur la collaboration et l'avenir partagé. Seuls. Hélène et Raphaël savaient qu'elles trinquaient à un partenariat bien plus profond et transformateur qu'un simple projet d'infrastructure. Après le dîner, tandis que les hommes se retiraient dans le bureau d'Alexandre pour discuter de quelques détails contractuels, Raphaël invita Hélène à faire un tour dans le jardin. La nuit était agréablement douce, le ciel parsemé d'étoiles visibles même avec l'éclairage de Saint-Cloud. « Votre système est presque parfait », commenta Raphaël, tandis qu'elle marchait sur un sentier de pierre entre des arbustes, méticuleusement taillés. La façon dont vous identifiez les cibles, comment vous retirez progressivement des supports invisibles mais cruciaux, comment vous offrez des chemins de rédemption pour ceux qui démontrent une disposition authentique à changer, c'est élégant. Je détecte un mais dans cette évaluation, observa Hélène. Pas un mais, un et si. Et si nous pouvions étendre ce travail? Et si, au-delà de punir les comportements toxiques, nous pouvions construire activement de nouveaux modèles de leadership? Identifier et cultiver des talents divers qui seraient normalement ignorés par le système traditionnel? Hélène s'arrêta devant une petite fontaine. Nous le faisons déjà à travers la fondation. Oui, mais en opérant toujours dans les limites du système existant. Je parle de quelque chose de plus ambitieux, construire des structures parallèles qui pourraient éventuellement remplacer les actuelles. On dirait que vous avez déjà quelque chose de spécifique en tête. Raphaël sourit. En fait, oui. Depuis 3 ans, je développe un projet pilote à Marseille. Un écosystème d'entreprise complet, construit de zéro, fonctionnant, avec des principes radicalement différents des conventionnels. Sans hiérarchie rigide, avec une transparence totale des salaires, avec des mécanismes de prise de décision distribués. Les résultats ont été extraordinaires. Et économiquement viable? Questionna Hélène, toujours pragmatique. Étonnamment rentable, non seulement durable,
mais avec des marges supérieures à celles des structures traditionnelles comparables. L'efficacité n'a pas besoin de venir de la peur ou de l'exploitation. Hélène réfléchit un moment. La proposition était fascinante et alignée avec ses propres visions à long terme. Mais il y avait des risques évidents à élargir son cercle de confiance, à partager le contrôle de quelque chose qu'elle avait construit si méticuleusement. Pourquoi maintenant, Raphaël? Pourquoi ne pas m'avoir approché avant ou attendre davantage? Raphaël regarda le ciel un moment avant de répondre. Parce que l'article de Camille Verdier a changé la donne. Vous le savez, votre opération ne restera pas dans l'ombre beaucoup plus longtemps. Quand plus de personnes commenceront à percevoir le modèle, des résistances apparaîtront. Des contre-mesures. Nous devons anticiper, étendre et diversifier avant que cela n'arrive. Et comment savoir que ce n'est pas vous qui comptez tout exposer? Parce que j'aurais pu le faire il y a au moins 1 an, quand j'ai définitivement connecté les points. Raphaël regarda Hélène directement. De plus, j'ai autant à perdre que vous si ce système est exposé publiquement. Mes propres méthodes ne survivraient pas à un examen détaillé. Les deux femmes restèrent silencieuses, quelques instants, le doux son de l'eau dans la fontaine remplissant l'espace entre elles. Finalement, Hélène acquiesça presque imperceptiblement. Apportez votre proposition détaillée. Données, projections, structure de gouvernance. Nous analyserons et discuterons plus concrètement. Lundi? Non. Hélène secoua la tête. Mon appartement avenue de la Grande Armée, celui que vous avez déjà visité sans invitation. Mercredi, 15 h. Raphaël ne put contenir un sourire surpris. Comment avez-vous su que c'était moi? Très peu de personnes connaissent cet endroit. Encore moins auraient la capacité d'entrer sans laisser de signes évidents. Et seul vous auriez raison de laisser un message au lieu d'emporter des documents. Hélène se permit un petit sourire. De plus, j'ai reconnu votre parfum. Jasmin noir, Bévilgari. Subtil mais persistant. Raphaël rit, sincèrement impressionné. Je serai là mercredi et Hélène. Elle hésita un instant. Merci de considérer. Je sais ce que cela signifie pour vous. Ne me remerciez pas encore, répondit Hélène, se tournant déjà pour retourner à la maison. Je n'ai pas encore dit oui. Mais vous n'avez pas dit non non plus. Le bureau d'Hélène à la Fondation Mercier occupait le dernier étage d'un bâtiment historique restauré dans le centre de Paris. Spacieux, avec des fenêtres qui s'ouvraient sur une vue panoramique de la ville, c'était un espace qui combinait élégance classique et fonctionnalité contemporaine. Les murs affichaient des photographies en noir et blanc de femmes dans divers environnements de travail, d'une pêcheuse sur la côte méditerranéenne à une scientifique en laboratoire, toutes bénéficiaires des programmes de la Fondation. C'était un mercredi matin, 2 jours après le dîner chez les Beaumont, et Hélène examinait des rapports lorsque son assistante, Claire, entra après un bref coup à la porte. « Désolé de vous interrompre, Hélène, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Claire, une femme d'une 30aine d'années qui avait commencé à la Fondation comme bénéficiaire d'un programme de requalification professionnelle, posa une tablette sur le bureau. Le nouveau numéro d'Affaires en éthique vient de sortir. L'article principal est significatif. Hélène prit la tablette et comprit immédiatement la préoccupation de Claire. Le titre était direct, « Les tisseuses invisibles ». Comment? Un groupe de femmes transforme silencieusement le marché corporate français. L'image principale montrait des mains féminines travaillant sur un métier à tisser traditionnel, une métaphore visuelle pour le thème de l'article. Camille, Verdier avait tenu sa part du marché. Il n'y avait aucune mention directe d'Hélène ou d'un système centralisé de conséquences. Au lieu de cela, le reportage détaillait de multiples initiatives apparemment déconnectées. Des fonds d'investissement avec des critères ESG rigoureux, des réseaux de mentorat pour femmes cadres, des programmes de microcrédit dans les banlieues, des coopératives devenues fournisseurs de grandes entreprises. L'article montrait comment ces initiatives, ensemble, modifiaient progressivement les règles du jeu corporatif. Pour un lecteur occasionnel, cela semblerait simplement une analyse intéressante des tendances du marché. Pour qui connaissait les coulisses, c'était une carte presque complète de l'écosystème qu'Hélène avait méticuleusement construit au fil des années. « Est-ce préoccupant ?» demanda Claire, qui ne connaissait que partiellement l'étendue des activités de sa patronne. Hélène rendit la tablette, un petit sourire aux lèvres. « Non, Claire, c'est exactement ce dont nous avions besoin. »
Je ne comprends pas. Je pensais que nous préférions la discrétion pour ces projets. Il y a des moments pour rester dans l'ombre et des moments pour permettre à un peu de lumière d'entrer, répondit Hélène énigmatiquement. Cet article fait quelque chose d'important. Il transforme des initiatives isolées en un mouvement, sans visage, sans leaders individuels, juste un objectif, collectif. Claire acquiesça, bien qu'elle semblât encore légèrement confuse. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à ce sujet? Soyez simplement préparés à une augmentation significative des demandes d'information et des propositions de partenariat. Cet article va générer des vagues. Quand Claire sortit, Hélène reporta son attention vers la fenêtre, observant l'horizon de Paris. L'article de Camille était arrivé à un moment parfait, exactement quand elle considérait la proposition de Raphaël d'étendre et de formaliser le système. C'était presque comme si l'univers confirmait qu'il était temps d'entrer dans une nouvelle phase. Son téléphone personnel vibra. Un message de Théodore. « Je viens de lire l'article de Verdier. On dirait que quelqu'un a finalement remarqué ce que tu fais. Dîner dehors pour célébrer? Ce japonais que tu aimes. » Hélène sourit. Théodore en avait toujours su plus qu'il ne le montrait. Il ne demandait jamais de détails, n'interférait jamais, mais observait et soutenait à sa manière. C'était l'une des raisons pour lesquelles leur mariage fonctionnait si bien. Respect mutuel pour leurs territoires d'action respectifs. Elle répondit simplement « Parfait, je te retrouve à 19h. » Ensuite, elle ouvrit son agenda. Elle avait exactement 4 heures avant sa rencontre avec Raphaël dans l'appartement secret. Temps suffisant pour préparer une contre-proposition, une vision élargie de ce qu'elle pourrait construire ensemble. Car Hélène avait déjà pris sa décision. Le système qu'elle avait créé devait évoluer, s'étendre, se transformer en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et Raphaël, avec sa vision complémentaire et ses ressources différentes, semblait être la partenaire idéale pour cette prochaine phase. Tandis qu'elle tapait des notes sur son ordinateur portable, un sourire subtil jouait sur ses lèvres. Les gens sous-estimaient toujours les femmes comme elle, discrètes, sans ostentation, apparemment inoffensives. Et c'était exactement le type de pouvoir que personne ne pouvait combattre. Celui qui ne s'annonce pas, ne se vante pas, transforme, simplement silencieusement, fil par fil, les structures fondamentales du monde. Richard Vaillant, l'homme d'affaires qu'il avait méprisé dans l'avion, ne comprendrait probablement jamais complètement comment un commentaire arrogant avait déclenché sa chute. D'autres comme lui continueraient à commettre la même erreur, croyant que le pouvoir se mesure en gros titres et en possession visible. Hélène savait différemment. Le véritable pouvoir résidait dans la capacité à passer inaperçu, même quand tous les regards sont posés sur vous, à influencer sans ordonner, à transformer des systèmes entiers sans jamais élever la voix. Et maintenant, avec des alliés comme Raphaël et Camille, ce pouvoir silencieux était sur le point de se multiplier. L'appartement avenue de la Grande Armée, conservé au nom de jeune fille d'Hélène, était délibérément discret. Rien de luxueux ou d'ostentatoire qui puisse attirer l'attention, mais confortable et fonctionnel. Mobilier minimaliste, ton neutre, aucune œuvre d'art précieuse ou objet qui pourrait être facilement retracé jusqu'à elle. C'était un espace conçu pour rester invisible, tout comme une grande partie de son travail le plus significatif. À 14h55, Hélène était déjà installée dans le petit salon, documents organisés sur la table basse, 2 tasses de porcelaine simple préparées pour le café. Ponctuellement à 15h, la sonnette retentit. Raphaël était seul, portant une discrète mallette en cuir et vêtu d'un ensemble pantalon blazer qui pourrait appartenir à n'importe quel cadre de niveau intermédiaire. Rien qui attirerait l'attention dans la foule de professionnels circulant quotidiennement sur les Champs-Élysées. « Vous avez lu l'article » observa Raphaël, non comme une question mais comme une constatation, en s'installant sur le canapé après avoir échangé des salutations. Impressionnant comme Camille a réussi à cartographier pratiquement tout sans jamais mentionner de nom spécifique, répondit Hélène, servant du café pour les deux. Stratégique aussi. Et vous pensez que le timing était une coïncidence, 3 jours après notre conversation? Hélène sourit légèrement. Je crois peu aux coïncidences de ce genre. Vous l'avez contacté. Raphaël ne n'y a pas. Pas pour exposer, mais pour accélérer. L'article crée un contexte, un récit public qui peut protéger ce que nous sommes sur le point d'élargir.
En supposant que j'accepte votre proposition. En supposant, confirma Raphaël avec un léger sourire confiant, ouvrant sa mallette et en sortant quelques documents. J'ai apporté les détails du projet de Marseille, comme demandé. 3 ans de données, structure organisationnelle, métriques d'impact social et environnemental, ainsi que des résultats financiers audités indépendamment. Hélène examina les documents avec la précision analytique qui la caractérisait. Le projet était encore plus impressionnant que ce que Raphaël avait suggéré lors de leur conversation dans le jardin. Un écosystème d'entreprises complet, opérant dans la périphérie de Marseille, employant majoritairement des femmes noires, beaucoup d'entre elles mères célibataires, à des postes allant de la production à la gestion stratégique. Un modèle qui défiait pratiquement toutes les règles du jeu corporatif traditionnel et pourtant présentait des résultats financiers étonnamment positifs. Impressionnant, admit Hélène après quelques minutes d'analyse silencieuse. Particulièrement, le système de gouvernance partagée. Comment avez-vous réussi à mettre en œuvre quelque chose d'aussi radicalement différent sans rencontrer de résistance interne? Nous avons construit à partir de zéro avec des personnes qui n'ont jamais été contaminées par les structures hiérarchiques traditionnelles. Beaucoup n'avaient jamais travaillé formellement auparavant. Elles n'ont pas eu à désapprendre des pratiques toxiques parce qu'elles ne les avaient jamais apprises en premier lieu. Hélène acquiesça, comprenant l'approche. Et comment envisagez-vous de mettre cela à l'échelle? Un modèle construit avec un groupe spécifique dans un contexte culturel particulier ne fonctionnera pas nécessairement dans d'autres environnements. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, répondit directement Raphaël. Votre système de conséquences a créé un environnement fertile pour l'innovation sociale à Paris. Les entreprises sont désespérées de démontrer un engagement authentique envers la diversité et l'impact social positif, car elles savent qu'il y a des conséquences réelles au comportement toxique. Le terrain est préparé. Pour planter quoi exactement? Raphaël se pencha en avant, les yeux brillants d'intensité. Un réseau national de pôles d'innovation sociale, initialement dans 5 grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Lille. Chaque pôle adapté aux réalités locales, mais connecté à une infrastructure commune de financement, de formation et d'accès au marché. Pas seulement des entreprises individuelles, mais des écosystèmes complets opérant sous de nouveaux paradigmes. Coût significatif initialement. J'estime 50 millions d'euros pour les 2 premières années, mais avec un retour tangible, à partir de la 3e année et une autonomie complète en 5 ans. Hélène se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. L'avenue s'étendait en contrebas, des personnes pressées se déplaçant dans toutes les directions, chacune absorbée dans son propre monde de délais et d'obligations. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans votre projet marseillais? Raphaël, ce ne sont pas les chiffres, bien qu'ils soient remarquables, c'est comment vous avez réussi à créer quelque chose d'aussi transformateur sans attirer l'attention, sans devenir un cas d'étude de Harvard Business Review ou un sujet de TED Talk. J'ai appris de la meilleure, répondit Raphaël avec un sourire. Votre méthode de travail dans l'ombre, de laisser les résultats parler d'eux-mêmes, a été une inspiration directe. Hélène se tourna pour faire face à Raphaël. Et cela continuerait d'être un principe central dans l'expansion? Pas de publicité, pas de reconnaissance personnelle, pas de construction de marque personnelle, comme on dit souvent? Absolument. L'anonymat n'est pas seulement une préférence, c'est stratégique. Au moment où cela devient le projet d'Hélène et Raphaël, il perd son pouvoir transformateur et devient juste une initiative personnaliste de plus. Hélène retourna au canapé et sortit un dossier d'un tiroir latéral de la table basse. Ma contre-proposition, révisée après avoir lu l'article de Camille ce matin. Raphaël accepta le dossier, l'ouvrant avec une curiosité évidente. Ses yeux parcoururent rapidement les documents, s'élargissant légèrement à mesure qu'elle absorbait le contenu. « C'est beaucoup plus ambitieux que ce que j'attendais », dit-elle finalement, regardant Hélène avec un nouveau respect. 5 villes sont un bon début, mais si nous voulons vraiment défier les structures de pouvoir, nous devons penser au-delà des grandes métropoles. J'ai inclus 10 villes moyennes supplémentaires où la Fondation a déjà une présence établie, et aussi une structure internationale, initialement juste des observateurs à Bruxelles, Genève et Montréal, mais avec des plans d'expansion actifs dans 2 ans. Les coûts seraient significativement plus élevés, oui, mais pas impossible. La Fondation Mercier peut couvrir 40%.
Pour le reste, j'ai élaboré une stratégie de financement, utilisant un consortium de fonds d'impact internationaux qui ont déjà démontré un alignement avec notre vision. Aucun investisseur individuel n'aurait de contrôle ou de visibilité complète sur le projet. Raphaël lut quelques paragraphes supplémentaires avant de lever les yeux, une expression d'admiration sincère sur son visage. Vous aviez déjà planifié cela avant notre conversation dans le jardin. Ce n'était pas une question, mais Hélène répondit quand même. Disons que votre approche a accéléré quelque chose qui était déjà en gestation. L'article de Camille a confirmé que c'est le bon moment pour avancer. Et Théodore, est-il au courant? Hélène sourit légèrement. Théodore sait que je suis toujours 3 pas en avance et préfère ne pas demander quels sont ses pas. Notre accord tacite fonctionne parfaitement ainsi. Tout comme Alexandre, commenta Raphaël, une compréhension mutuelle passant entre elles. Pendant quelques instants, les 2 femmes s'étudièrent en silence, chacune évaluant l'autre, mesurant l'engagement, la vision partagée, les risques. Finalement, Raphaël tendit la main. Partenariat. Hélène accepta la poignée de main, ferme et décidée. Partenariat. À ce moment, silencieusement, dans un appartement anonyme au cœur de Paris, quelque chose de significatif se consolida. Pas une amitié au sens conventionnel. Toutes 2 étaient trop pragmatiques pour cela. Ni une simple alliance commerciale. C'était la naissance d'une force transformatrice qui opérerait dans l'ombre, remodelant les structures de pouvoir sans jamais chercher crédit ou reconnaissance. Nous avons besoin d'un nom pour cela, commenta Raphaël, quelque chose que nous puissions utiliser en interne pour nous référer au projet plus large. Hélène réfléchit un moment, regardant à nouveau l'avenue en contrebas. La toile, répondit-elle finalement, parce que c'est ce que nous construisons. Une toile invisible, résistante, connectant des personnes et des idées qui, isolément, sembleraient insignifiantes, mais qui, ensemble, ont la force de soutenir des structures bien plus grandes qu'elles-mêmes. La toile, répéta Raphaël, testant le mot, parfait. Tandis qu'elle rangeait les documents et finalisait les détails pratiques du nouveau partenariat, aucune des 2 ne remarqua un petit drone qui planait brièvement près de la fenêtre de l'appartement avant de s'éloigner rapidement. L'appareil, presque imperceptible contre le ciel nuageux de l'après-midi parisien, n'avait qu'une fonction, capturer des images de la réunion. Dans un bureau à quelques pâtés de maison de là, Richard Vaillant observait les images sur son ordinateur, un sourire de satisfaction sur son visage. Après des semaines à essayer de comprendre ce qui avait causé sa soudaine disgrâce, il commençait enfin à connecter les points. Ce qu'il ne savait pas encore, et ne comprendrait peut-être jamais complètement, c'est que son petit acte d'espionnage n'était pas une victoire, mais le premier pas vers sa défaite finale. Car l'une des règles fondamentales de la toile, qui commencerait à fonctionner officiellement la semaine suivante, était que toute tentative d'exposer ses opérations déclencherait non seulement des conséquences pour le responsable, mais une expansion accélérée de son influence. Richard croyait avoir découvert un secret précieux. En réalité, il avait simplement révélé sa propre vulnérabilité à un système beaucoup plus sophistiqué que son imagination limitée ne pouvait concevoir. Et Hélène, qui avait toujours su qu'elle serait éventuellement observée, avait déjà un plan pour transformer cette menace en opportunité. Le jeu ne faisait que commencer. Lorsque Théodore et Hélène entrèrent dans le discret restaurant japonais du quartier de Saint-Germain, ce soir-là, rien dans leurs expressions ou leur comportement ne suggérait que cette journée avait été un tournant. Pour n'importe quel observateur, ils n'étaient qu'un couple prospère profitant d'un dîner tranquille. Le chef les accueillit personnellement, non pour leur célébrité ou leur richesse, mais parce qu'Hélène, des années auparavant, avait aidé son épouse à obtenir des papiers quand elle rencontrait des problèmes avec sa situation d'immigration. Un autre petit acte de gentillesse qui avait généré une connexion durable, un fil invisible dans une toile de plus en plus vaste et résistante. À l'avenir, porta un toast Théodore, levant son verre de saké. Hélène sourit, touchant son verre au sien, au pouvoir des choses invisibles. Il ne demanda pas ce que cela signifiait, il n'en avait pas besoin. Après tant d'années ensemble, il avait appris à faire confiance à la vision extraordinaire de son épouse, une femme, qui voyait des modèles et des possibilités, là où d'autres ne voyaient que l'évident. Tout en savourant l'omakase préparé spécialement pour eux,
Hélène s'autorisa un rare moment de réflexion personnelle. De toutes les vies qu'elle aurait pu vivre, celle-ci, construire du pouvoir dans l'ombre, transformer les systèmes de l'intérieur, était celle qui avait le plus de sens pour elle. Non par ambition ou vengeance, mais parce qu'elle comprenait mieux que la plupart que le véritable changement vient rarement de confrontations directes ou de gestes grandioses. Il vient de petits choix cohérents, de connexions stratégiques, d'écouter les voix ignorées et de valoriser les perspectives sous-estimées. Il vient d'utiliser le privilège non pour son propre bénéfice, mais comme un outil pour rééquilibrer des systèmes inégaux. Et surtout, il vient de ne jamais, au grand jamais, sous-estimer quelqu'un simplement parce qu'elle entre en première classe avec un sac usé, portant des vêtements simples, ou parce qu'elle préfère observer